Alors, on va bientôt entamer le... Bonjour tout le monde, on va bientôt entamer la septième séance du cours qui portera sur les milieux aimantés. Comme d'habitude, donc pour permettre un flux important, je vais arrêter la caméra et me contenter de l'audio. Et on commence donc notre cours. Alors, il s'agit de la magnétostatique des milieux matériels. Donc, je vais rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois. Monsieur, Oui? acceptez les autres, s'il vous plaît. Ok, mais il n'y a personne qui se présente en ce moment. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Nous avons parlé d'une parfaite analogie entre les milieux d'électrique et les milieux aimantés. Nous avons commencé par le dipôle électrostatique. Les diélectriques, nous les avons abordés en commençant par le dipôle électrostatique. Et là, par analogie aussi, donc la physique est différente, mais il y a toujours une sorte de parallèle entre les deux, comme j'ai dit. Et là, donc, on va parler, pour introduire les milieux aimantés, on va donc passer obligatoirement par le dipôle magnétique. Donc, passage obligé par le dipôle magnétique. Nous avons vu que le dipôle magnétique est par définition est une spire circulaire traversée par un courant, une petite spire tout simplement. Là, vous avez le schéma ici que je rappelle. Et on s'intéresse donc à l'effet magnétique de la spire en un point suffisamment éloigné de son emplacement. Là, j'ai pris le point N dans le plan X, dans le plan Y ou Z, donc pour faciliter les calculs. Et là, on va voir les conséquences. La première des choses à faire pour étudier les effets magnétiques, pour étudier les effets magnétiques de la spire en un point N, eh bien, la première des choses, c'est de commencer par déterminer le potentiel vecteur. On s'intéresse normalement au champ magnétique créé par la spire en tout point de l'espace, créé par le dipôle magnétique en tout point de l'espace. Le dipôle magnétique, je rappelle qu'il est caractérisé par son moment dipolaire M, qui est égal à IS fois N, donc c'est le moment dipolaire magnétique de la boucle. Et là, donc, je m'intéresse, je prends un point quelconque d'espace, et mon objectif, c'est de déterminer le champ B créé par la spire, créé par le dipôle en ce point. C'est ça mon objectif, c'est de déterminer le champ B en tout point de l'espace. Pour faciliter les calculs, je prends un point N du plan Y ou Z et je calcule donc le champ B au point N. Après, c'est général. Donc, une fois, donc vous allez voir qu'il y a une étape qui permet de généraliser, de passer du point N particulier à un autre point ou bien à tout point M quelconque de l'espace. Maintenant, on va considérer le point N dans le plan Y ou Z. Et je vais m'intéresser au potentiel vecteur créé par la spire ou bien par le dipôle magnétique au point N, créé par la spire au point N. À partir du potentiel vecteur, je vais donc déterminer le champ magnétique en utilisant la relation bien connue qui relie B à A, qui relie le champ magnétique B au potentiel vecteur A, qui est à savoir la relation B égale la rotationnelle de A. Eh bien, le calcul, d'ailleurs, on va aborder ça dans la série, dans l'exercice 1 de la série. J'ai invité tout le monde donc à se présenter pour la séance d'après. Donc, dans la science de TD, pour tous les groupes, on va donc montrer que A est égal à mu0 sur 4 pi m vectoriel R sur R3. C'est-à-dire que le potentiel vecteur créé par le dipôle point N, c'est mu0 sur 4 pi m si S fois N vectoriel ON sur ON3.
Voilà, on va démontrer ça après. Maintenant qu'on a l'expression du potentiel, on va montrer donc qu'il a, dans le système de coordonnées sphériques, dans la base sphérique, le potentiel vectoriel dirigé suivant phi. Il a donc une seule composante suivant phi, donc c'est phi. Maintenant, pour calculer le champ B, j'utilise la relation B égale à rotationnel de H sur une coordonnée sphérique. Voilà, donc je cherche l'expression du rotationnel en coordonnée sphérique. Et j'ai mes trois composantes, AR, Aθ et Aφ. Donc, si je veux la composante du rotationnel suivant, UR, c'est-à-dire BR, ce que vous voyez là, c'est BR, c'est la composante de B suivant R, suivant UR. Vous n'avez qu'à remplacer Aφ par son expression et Aθ par son expression. Et AR par son expression, c'est tout. Donc, on va remplacer Aφ, Aθ et AR par leur expression, que je rappelle ici, vous avez AR, c'est 0, Aθ 0, et Aφ, c'est μ0 sur 4π, m sinus θ sur R carré. Voilà. Tout calcul fait, eh bien, vous dérivez, tout calcul fait, vous allez trouver cette expression, c'est-à-dire la première ligne va vous donner BR, c'est μ0 sur 4π, deuxième cosinus θ sur R3. La seconde, c'est B suivant θ, μ0 m sinus θ sur 4π R3, et B phi égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante, le champ B n'a pas de composante suivant phi. Donc, il a une composante radiale suivant R et une composante suivant Uθ. Voilà donc les deux composantes du champ B, une suivant UR et l'autre suivant Uθ. Et vous pouvez bien noter la correspondance en comparant avec l'expression équivalente du dipôle magnétique. Pour le dipôle magnétique, vous avez ER, donc je rappelle ER, pour le dipôle électrostatique plutôt, pour le dipôle électrostatique. Pour introduire les diélectriques, on avait donc étudié le dipôle électrostatique et je vous rappelle ce qu'on avait trouvé pour la composante suivante ER. Au lieu de μ0, c'est 1 sur 4π ε0. 2P, au lieu de M, c'est P, le moment dipolaire. Ça, c'est M, c'est le moment dipolaire magnétique, et P, c'est le moment dipolaire électrostatique. 2P cosinus θ sur R3. Et là, vous avez B suivant θ, ou bien Eθ plutôt. Au lieu de μ0, c'est 1 sur 4π ε0. Donc, vous voyez bien l'analogie parfaite qu'on a entre les deux, entre les milieux diélectriques et les milieux aimantés, entre le dipôle magnétique et le dipôle électrostatique. Là, vous avez P sinus θ sur R3. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé pour le dipôle électrostatique. Et là, vous voyez bien, vous notez bien la correspondance et l'analogie qu'il y a entre les deux dipôles. D'ailleurs, l'appellation dipôle n'est pas donnée au hasard. Maintenant qu'on avait défini le dipôle magnétique et qu'on avait vu l'expression du champ B créé par le dipôle, je vais maintenant étudier le système de force appliqué à un dipôle s'il est placé dans un champ extérieur. C'est exactement la même étude qu'on avait menée pour les diélectriques, pour le dipôle électrostatique. Je vais passer maintenant à l'action subie par un dipôle magnétique placé dans un champ B extérieur. J'ai une région de l'espace où règne un champ magnétique B et je me ramène avec une boucle, avec une petite boucle, avec un dipôle magnétique. Que va-t-il se passer? Je me pose la question. Tout d'abord, je suppose le champ uniforme. Quelle est la force exercée par la boucle et exercée sur la boucle par le champ B0? Je considère une région de l'espace où règne un champ B0 et je m'amène avec une petite boucle, avec un dipôle magnétique. Est-ce que le dipôle va subir une translation? Quel est le système de force appliqué au dipôle?
Eh bien, la force qui va être appliquée, c'est la force de la place. C'est l'intégrale de I dl vectoriel B0 sur toute la spire. Comme une intégrale n'est rien d'autre qu'une sommation continue, donc vous avez à factoriser, donc à mettre B0 en facteur commun si vous voulez. Ça revient à mettre B0 en facteur, vectoriel B0 en facteur. Et là, vous avez tout simplement l'intégrale sur la spire de I dl, calculée à part, son résultat, il va être multiplié vectoriellement par B0. Donc, je peux écrire que ceci est égal, c'est comme si je dis sigma I1 ou bien IDL1 vectoriel B0 plus IDL2 vectoriel B0 et ainsi de suite. Alors, je peux toujours écrire ceci sous la forme de vectoriel B0 IDL1 plus DL2 plus DL3, etc., tout au long de la spire. C'est quoi ce résultat-là, entre parenthèses? La somme le long de la spire des vecteurs de déplacement élémentaires. dl scalaire n. J'ai dit, j'ai la spire, voilà, et je mets la somme des dl. Les dl sont tangents à la spire. Je mets la somme des dl vecteurs tout au long de la spire. Quel résultat je vais avoir? C'est quoi la somme de ces vecteurs? S'il n'y a pas de flèche, s'il n'y a pas de vecteur, donc s'il n'y a pas de flèche sur les DL, je vais avoir du PR. Mais maintenant, si j'ai des flèches sur le DL, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? D'après la relation de Schall, A1, A0, A1, A2, A3, je vais avoir A0, A1, plus A1, A2, plus A2, A3, plus AN, A0. Donc, je vais avoir donc A0, A1, plus A1, A2, vectoriellement, plus jusqu'à AN-1, AN, plus AN, A0. AN, A0. Eh bien, je vais donc avoir A0, A0, tout simplement. Et le A0, A0, c'est bien le vecteur 0, c'est bien le vecteur nul. C'est comme si vous avez un polygone fermé. Eh bien, en résumé, donc l'intégrale de dl sur la spire, ça donne le vecteur 0, dl vecteur. Finalement, quelle force va être exercée sur le dipôle magnétique placé dans le champ B0? Quelle force je vais avoir? Donc, c'est la force 0. Donc, il n'y a aucune force. Dans un champ magnétique, plongé dans un champ magnétique B0 uniforme, un dipôle magnétique ne subit aucune force. La résultante des forces appliquées, c'est la résultante des forces de la place et on a montré qu'elle est égale à 0. Donc, en résumé, en champ uniforme, la force de la place est nulle. Mais par contre, le dipôle subit une rotation, subit l'effet d'un couple. Donc, le dipôle subit l'effet d'un couple. Quel est le moment du couple? Quel est le moment du couple? Donc, on va montrer que le moment, c'est M vectoriel B0. C'est M vectoriel B0. Rappelez-vous, donc, pour le champ électrostatique, pour le dipôle électrostatique, on avait trouvé P vectoriel E0. P vectoriel E0, et là, c'est M vectoriel B0. Donc, dans un champ uniforme, un dipôle magnétique ne subit aucune translation car la résultante des forces qui lui est appliquée par le champ, c'est 0. Mais par contre, il subit un effet de couple de moment M vectoriel B0.
Alors, ce couple a tendance à orienter le dipôle dans le sens, de manière à aligner son moment dipolaire avec les lignes de champ de B0. Eh bien, voilà la conclusion. Dans un champ uniforme, la force de la place est nulle. Le champ magnétique induit un couple de moments M vectoriel V0. Quel est l'effet de ce moment? C'est il tend à orienter le dipôle magnétique. C'est-à-dire il a tendance, il est appliqué dans le but d'orienter le dipôle magnétique de manière à aligner son moment dipolaire avec les lignes de champ B0. En champ non uniforme, on a cette expression pour le champ, mais généralement, on a cette expression pour la force, mais en général, comme la spire est toujours, le dipôle magnétique est toujours considéré, donc c'est une dimension très très petite, donc un dipôle magnétique, c'est une petite spire, donc il voit pratiquement un champ uniforme. Mais en général, donc voilà l'expression, si le champ n'est pas uniforme. Quelle est l'énergie potentielle d'un dipôle magnétique dans un champ externe? Maintenant, je place mon dipôle dans un champ B0 uniforme. Quelle est l'énergie potentielle du dipôle dans le champ? Par analogie avec le dipôle électrostatique, moins P scalaire E, là on va avoir moins M scalaire B0. Tout cela, donc, vous êtes appelé à le démontrer dans l'exercice 1 de la série 3. Alors, W est minimal lorsque M et B sont parallèles et de même sens. C'est la position d'équilibre stable. C'est la position d'équilibre stable. La position d'équilibre stable correspond à un alignement du moment dipolaire M avec le champ B0. Et là, on tire la conclusion. Dans un champ B0 uniforme, un dipôle magnétique qui est soumis au seul effet du couple qui tend à l'orienter suivant les lignes de champ de B0. Mais si le champ n'est pas uniforme, le dipôle magnétique est soumis à la force qui tend à le déplacer vers la région des champs les plus intenses, là où le champ est plus intense. Et en même temps, il subit l'effet d'un couple qui tend à l'orienter suivant les lignes de champ suivant les lignes de champ de B. Alors, ceci peut l'expliquer comme ça. Vous avez donc une région de l'espace, vous avez des lignes de champ, les lignes de champ de B sont toujours des courbes fermées, je vais juste montrer une partie. Alors là, vous avez un dipôle qui est placé ici. Vous avez une boucle magnétique, une boucle de courant, un dipôle magnétique. Vous avez le moment dipolaire M qui est toujours dirigé perpendiculairement à la surface. M, c'est IS, c'est-à-dire l'intensité du courant qui traverse la boucle. S, c'est cette surface-là, donc IS fois N. N, c'est l'unitaire de la normale à la surface. Donc, il est orienté suivant le sens du courant dans la boucle. Là, vous placez cette boucle ici. Par exemple, vous la placez dans cet endroit. Est-ce que vous avez un champ uniforme? Est-ce que la boucle est placée dans un champ uniforme? Non. Pourquoi? Est-ce que le champ qu'on a ici est uniforme? Vous allez me dire pourquoi. Pour justifier. Les lignes de champ ne sont pas parallèles.
Vous avez donc divergence. À chaque fois que vous avez la divergence d'un champ qui est égal à 0, comme pour le champ B, c'est une équation de Maxwell, vous avez divergence de B égale à 0. Donc, à chaque fois que vous avez des lignes de champ qui sont non parallèles, sachez que vous avez un champ qui n'est pas uniforme. Quelle est la région où le champ est le plus intense? Est-ce que dans la région 1 ou dans la région 2? Quelle est la région qui correspond au champ le plus intense? Là où les lignes de champ sont resserrées ou là où ces lignes sont moins resserrées. Eh bien, ça, je l'ai expliqué la dernière fois. Donc, je vous ai dit, là où les lignes de champ sont plus resserrées, c'est là où le champ est plus intense. Donc, B plus intense, B intense. Donc, B dans la région 2 est plus intense. Donc, B2 est plus grand que B1. Donc, là, vous avez B1 dans cette région. Donc, B2 est plus grand que B1. Ce n'est pas difficile à démontrer. Vous avez la conservation du flux magnétique. Vous avez divergence de B égale à 0. Vous considérez une surface fermée. Celle-là, par exemple, vous considérez cette surface. Voilà, je considère ce tube de champ. Le tube de champ, c'est un tuyau à l'intérieur duquel passent des lignes de champ. Le bord du tuyau s'appelle un tube de champ. Voilà, je trace maintenant le tube de champ fermé par les bases. Fermé par les bases. DS2, DS1 et DS2. Ça, c'est le tube de champ. Ce qui est coloré, c'est le tube de champ. Quel est le flux à travers le tube fermé par les bases? Le flux total, c'est 0. Le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul. Ça se démontre à partir de l'équation de la relation de Maxwell. Divergence de B égale à 0. Le théorème de Green-Ostrogradski va vous le donner. Donc, vous avez l'intégrale de B, ou bien le flux de B à travers la surface fermée, c'est l'intégrale sur le volume renfermé par ce tube fermé par les bases de divergence de B. Des taux et divergence de B est égale à 0 d'après Maxwell. Donc, le flux du champ B à travers toute surface fermée est égal à 0. Vous avez la démonstration devant vous. Donc, le flux du champ magnétique à travers ce tube de champ fermé par les bases, c'est 0. Et ce flux, c'est le flux à travers la base 1, qui est B1 moins B1 ds, moins B1 ds1, plus le flux à travers la base 2, c'est plus B2 ds2, plus le flux à travers la surface latérale qui est nul, parce que vous avez toujours le champ qui est tangent au tube et vous avez N qui est perpendiculaire à la surface. Donc finalement, le flux, c'est moins B1 ds1 plus B2 ds2 égale à 0. Le flux, c'est moins B1 ds1 plus B2 ds2. Vous allez me dire pourquoi moins? C'est normal, vous avez N qui est dirigé de l'intérieur vers l'extérieur de la surface fermée. Là, vous avez les deux sens sont différents. Vous avez N2 dans ce sens et N1 dans l'autre sens. D'où l'origine de ce signe moins. Si je prends comme référence N2 égale à N, là, je vais mettre plus 1 du côté de B2 et moins 1 du côté de la base B1. De la base DS1. Voilà. Maintenant, si DS1 est plus grand que DS2, là, vous avez automatiquement, voilà, vous avez DS1 qui est plus grand, DS2 plus petit, automatiquement, vous avez B2 qui est plus grand que B1. C'est-à-dire que le champ est plus intense là où les lignes de champ sont resserrées. Maintenant, je reviens à l'essentiel, mon objectif, c'est de répondre à la question. Je place ma boucle, mon dipôle magnétique dans cette région-là. Que va-t-il se passer? Je le place par exemple dans cette région. Est-ce qu'il va se déplacer à gauche ou à droite, le dipôle, ou bien la spire? Je la place ici, ma spire. Est-ce qu'il va se déplacer vers B2, vers le DS2, vers DS1?
Il va se déplacer là où les lignes de champ sont, là où le champ est fort. Donc, la spire va se déplacer à droite, là où les lignes de champ sont fortes, là où le champ est plus intense, vers B2. Et bien sûr, il va subir, une fois arrivé là, ou alors au fur et à mesure, il va subir une rotation, de manière à aligner son moment dipolaire. Il ne va pas rester dans cette position. Il va subir une rotation de manière à aligner son moment dipolaire avec, voilà, il va subir une rotation de manière à avoir N, ou bien le moment magnétique M parallèle au champ. Voilà. C'est ça donc la signification de ce qui est écrit ici. Dans un champ B non uniforme, le dipôle magnétique est soumis à une force qui tend à le déplacer vers les champs forts. Et il est aussi en même temps soumis à un couple qui tend à l'orienter suivant les lignes de champ. Voilà, donc translation plus rotation. C'est le champ B non uniforme. Mais en général, le champ, donc, si le champ est uniforme, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de translation, il y a juste une rotation pour aligner le moment dipolaire avec les lignes de champ. Bon, après cette introduction, après cette étude, cette introduction qui a porté sur le dipôle magnétique, on va voir maintenant pourquoi on a introduit le dipôle magnétique, quelle est son utilité. Et là, j'aborde tout de suite les milieux aimantés, c'est-à-dire les milieux sensibles au champ magnétique. Les milieux qui sont fortement sensibles au champ magnétique, qui sont sensibles au champ magnétique plus qu'ils ont une sensibilité importante pour le champ magnétique, comparé avec la sensibilité qu'ils manifestent en présence d'un champ électrique. C'est-à-dire, c'est des milieux qui sont sensibles au champ magnétique. Autrement dit, une fois placé dans le champ magnétique, il modifie les propriétés de l'espace. Il modifie le champ même et le champ qu'il trouve. Il modifie le champ aimantant. Il le modifie. C'est-à-dire leur propriété magnétique va ou bien change en présence d'un champ magnétique. C'est ça la signification des milieux aimantés. C'est-à-dire c'est des milieux qui sont sensibles au champ magnétique. Une fois placés dans le champ magnétique, ils créent leur propre champ. Et là, comme introduction, vous savez tous que les aimants créent un champ magnétique. Les aimants créent un champ magnétique. Ce champ magnétique a les mêmes propriétés que le champ créé par les courants. Quelle est l'origine du champ magnétique? Pour avoir un champ magnétique, comment je dois procéder? Soit créer un courant électrique, soit donc créer le champ par un courant électrique, c'est la loi de Betti-Savart. Tout circuit traversé par un courant électrique, donc ça crée un champ magnétique. Donc, j'ai soit utilisé le courant, soit m'amener avec un aimant. J'ai besoin de créer un champ magnétique dans une région de l'espace, là en point M, j'ai deux possibilités. Soit mettre un circuit à côté, faire passer un courant. Là, j'ai donc le champ B qui est créé, soit m'amener avec un aimant. Un aimant, c'est-à-dire une pièce. Voilà. Voilà, vous avez le pôle nord et le pôle sud. Voilà, vous avez donc une boussole, par exemple. L'aiguille d'une boussole, c'est un aimant. Voilà, soit par exemple, amener un aimant au voisinage de M. Et là, vous avez aussi un champ magnétique qui est créé. Donc, vous avez deux possibilités. Pour créer un champ magnétique en un point de l'espace, deux possibilités. Vous avez deux possibilités. Soit le créer par un courant électrique, soit le créer par un aimant, ce qu'on appelle un aimant permanent. C'est un matériau, donc vous connaissez donc ces aimants. Bon, l'ayar, je pense que c'est mieux l'ayar, donc deux possibilités, soit utiliser un aimant, soit utiliser un courant.
Alors, les propriétés, ces deux champs ont les mêmes propriétés, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'origine est la même. L'origine du champ magnétique, c'est toujours les courants. C'est ça donc ce qu'on cherche à comprendre, ce qu'on va essayer de comprendre dans cette étape du cours. L'origine d'un champ magnétique, c'est toujours les courants électriques. Vous allez me dire, mais monsieur, donc dans un aimant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de générateur, il n'y a rien. Mais il y a des courants microscopiques. Vous savez que chaque électron constitue une sphère circulaire, une sphère de courant. Pourquoi? Là, vous prenez par exemple le cas de l'atome d'hydrogène, par exemple. Là, vous avez le noyau qui est constitué d'un proton et vous avez autour, suivant le modèle de Bohr, vous avez un électron qui suivant le modèle de Bohr, donc, décrit une orbite circulaire. Là, vous avez un électron E. L'électron, c'est une charge qui se déplace autour du noyau, donc une charge en mouvement, ça constitue un courant. Donc, cet électron crée un champ magnétique. L'électron autour du noyau, dans ce mouvement autour du noyau, crée un champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une charge. Quel est le moment magnétique créé par l'électron? Quel est le moment magnétique créé par l'électron gravitant autour du noyau? Quel est le moment magnétique créé par un électron dans ce mouvement autour du noyau? Est-ce que vous avez une réponse? Dans ce mouvement autour du noyau, voilà, donc je considère une orbite circulaire, donc là j'ai l'électron E qui effectue un mouvement autour du noyau. Un mouvement dans ce sens, vous avez la vitesse V qui est dans ce sens et vous avez le courant I qui est dans le sens contraire. Vous avez I. Là, vous avez le noyau plus. Vous avez I, plutôt c'est le courant. C'est juste. Voilà. Je vais faire un bon schéma correct. Voilà. J'ai donc mon électron E chargé négativement. J'ai le vecteur vitesse V. Et cela correspond à un courant I dans le sens contraire du déplacement d'électrons. C'est quoi I? Là, vous avez le rayon R qui est le rayon de l'orbite. Vous allez me dire, c'est quoi I? Eh bien, pour répondre, c'est la charge au mouvement. C'est la charge au mouvement divisé par le temps nécessaire pour effectuer un tour complet autour du noyau. T, c'est le temps nécessaire, c'est la période, c'est le temps nécessaire pour effectuer un tour complet autour du noyau. Donc, c'est E voilà, sur T. Donc, c'est pas compliqué.
La vitesse angulaire de l'électron étant oméga, il est relié à la vitesse par la relation oméga égale à VR, mais oméga si de pi si de pf. Oméga si de pi f, si de pi sur t. Vous avez oméga t qui est égal à 2pi, et là vous allez remplacer t par son expression, t égale à 2pi sur oméga. Donc vous avez i qui est égal à e oméga sur 2pi. Et si vous voulez introduire la vitesse, donc c'est 1 sur 2pi, e oméga r. Voilà. Donc vous avez le choix. Donc vous avez donc l'intensité du courant, c'est Q sur T. Donc je suppose la charge étalée sur toute l'orbite. Et je divise par T, le temps nécessaire donc, pour effectuer un tour complet. Donc c'est la période. Et je trouve donc l'expression de I. C'est quoi maintenant l'expression de M? Ce qu'on appelle le moment orbital, MO. Oui, oui. C'est 1 sur 2pi E, V fois R. Pardon, vous avez raison, merci. V fois R, c'est ça. Voilà, V fois R, merci. Donc, le moment orbital, c'est tout simplement IS fois N. C'est IS. Au module M, c'est I fois pi R carré. Et là, vous allez remplacer. Donc, c'est I pi fois R carré. Donc, je remplace. Donc, c'est R carré fois pi fois E oméga sur 2pi. Donc, vous avez donc le moment magnétique orbital de l'électron. Donc, je simplifie par pi, c'est 1 demi. Pardon, c'est 1 demi. E oméga R carré. C'est ça donc le moment magnétique orbital. Le moment qui est dû au mouvement de l'électron autour du noyau. On va voir qu'il y a un autre moment, c'est le moment magnétique de spin, MS. Son expression est donnée par la mécanique quantique. Mécanique quantique. Donc, c'est le moment de spin, ou bien le spin, c'est une grandeur quantique. Donc, c'est détaillé dans le domaine de la physique. Qui permet de donner le moment magnétique de spin, c'est la physique quantique. Parce que là, le spin n'a pas d'équivalent classique. Quoi qu'on dit, on peut dire qu'il s'agit donc du moment magnétique dû au mouvement de l'électron autour de son axe. C'est-à-dire l'électron, en même temps, il gravite autour du noyau, en même temps, il effectue un mouvement autour de son axe, un mouvement de rotation autour de soi, autour de l'axe. To spin, c'est tourner autour de son axe, autour de l'axe. Donc, vous avez deux moments, en fait, l'électron en tournant, ou bien en effectuant un mouvement, ou bien, je vais me concentrer pour dire que dans son mouvement autour du noyau, un électron a deux moments magnétiques. Un moment orbital qui correspond à son mouvement autour, son mouvement autour du noyau, et l'autre qui correspond à sa rotation autour de son propre axe. Donc, c'est le moment de spin. Le moment orbital, donc, est exprimé, dont on vient d'exprimer. Par contre, l'expression du moment de spin, donc, ça relève de la mécanique quantique. On va voir ça en détail après, donc, une fois, lors de l'étude de l'aspect microscopique de l'aimantation. On va revenir sur ça, sur ce point. En résumé,
L'origine du champ magnétique, c'est les électrons. Que ce soit, considérons que ce soit donc un courant microscopique au niveau de la matière, donc c'est l'électron, c'est le cas qu'on avait étudié ici, et que ce soit au niveau macroscopique, lorsque j'étudie, à un moment, vous avez vu ça en électricité de S3, tout courant électrique, donc, ça crée dans son voisinage un champ magnétique. Donc, les courants macroscopiques créent un champ magnétique et les courants microscopiques, ce sont les responsables du champ créé par les aimants. Le champ créé par les aimants est dû au courant microscopique, c'est-à-dire il est dû au mouvement ou bien au champ créé par les électrons gravitant autour du noyau. On va voir ça en détail donc, lors de l'étude de l'aspect microscopique de l'aimantation. Très bien. Donc, je reviens à l'introduction. Le champ magnétique créé par les aimants possède toutes les propriétés du champ créé par les courants. En fait, pourquoi? C'est parce que le champ créé par les aimants est dû au courant microscopique. Donc, c'est la même chose. Tout champ magnétique est créé par des courants. Maintenant, pourquoi on étudie les milieux aimantés? Quelle est l'origine de l'appellation milieu magnétique au milieu aimanté? Parce que pour un milieu aimanté, ou bien sous l'effet d'un champ magnétique extérieur, la matière peut acquérir les propriétés magnétiques des aimants. La matière peut s'aimanter. Donc, vous avez une matière, prenez par exemple un matériau donc, qui crée aucun champ magnétique. Dès que vous le placez dans le champ magnétique, eh bien, il répond au champ par une aimantation, ce qu'on appelle, il s'aimante, c'est-à-dire il devient un aimant. Ça dépend, il peut devenir un aimant à champ faible, très très faible, dans ce cas-là on le néglige, et on dit qu'il ne s'agit pas d'un milieu aimanté. Si le champ est notable, eh bien, on parle d'un milieu qui est aimanté. Il y a des matériaux qui créent des champs très très forts, donc on va les voir, c'est des milieux ferromagnétiques. Un ferromagnétique, s'il est désaimanté, il ne crée aucun champ, mais dès que vous le placez dans un champ, il répond fortement au champ et il crée un champ plus grand que le champ excitateur. Selon sa nature, le milieu aimanté peut ou non garder cette aimantation après disparition du champ. C'est-à-dire, je m'amène avec un milieu qui ne crée aucun champ, je le place dans un champ magnétique extérieur B0, il acquiert une aimantation, donc il se transforme en aimant. Je le sors maintenant du champ B0, je l'éloigne du champ B0, j'ai deux possibilités. Soit que l'aimantation disparaît automatiquement, soit que cette aimantation persiste. Selon la nature du matériau, le matériau ou bien le milieu aimanté peut ou non garder cette aimantation. S'il la garde, c'est un aimant permanent. Eh bien, si l'aimantation disparaît dans ce cas-là, donc pour l'aimanter, il faut encore une fois le placer dans le champ B. On va voir maintenant l'aspect macroscopique de l'aimantation. Pourquoi quand je place de la matière dans un champ magnétique, il s'aimante, il se transforme en aimant? Pourquoi? Je place de la matière non aimantée dans un champ magnétique, aussitôt placé, il se transforme en aimant. Comment calculer le champ dû à l'aimantation? D'abord, il faut définir ce qu'on appelle aimantation. C'est l'équivalent de la polarisation pour les milieux diélectriques. Chaque élément de volume, là vous avez un matériau qui est aimanté, chaque élément de volume d'étau renferme un
grand nombre de dipôles magnétiques. Il s'agit bien de la matière, donc il s'agit bien d'atomes, donc il s'agit d'électrons qui gravitent autour de ces atomes. Donc la somme des moments magnétiques de ces électrons va me donner dm. dm, c'est la somme des moments magnétiques de tous les électrons se trouvant dans le volume. Chaque électron correspond à un dipôle magnétique. Chaque électron est une sphère circulaire. Chaque électron constitue un dipôle magnétique. Donc, chaque élément de volume de la matière renferme un grand nombre d'électrons, donc un grand nombre de dipôles magnétiques. Chaque dipôle magnétique est caractérisé par son moment MI et la somme des moments magnétiques renfermés dans le volume d'étau, c'est dm. C'est le moment dipolaire effectif de l'élément de volume. Maintenant, si je divise dm par d'étau, je vais avoir le vecteur aimantation. Je vais avoir donc mon vecteur aimantation. C'est quoi alors le vecteur aimantation? C'est la concentration des moments dipolaires, ou bien c'est la densité volumique des moments dipolaires magnétiques. C'est la densité volumique des moments dipolaires magnétiques. Donc, vous avez un point P, je vous demande par exemple de déterminer l'aimantation, donner l'expression, ou bien déterminer l'aimantation en un point P d'un milieu aimanté. Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez définir un élément de volume autour du point P. Vous allez vous poser la question, c'est quoi le moment dipolaire dm effectif de tous les électrons présents dans l'élément de volume? Si ce moment magnétique est dm, il suffit donc de diviser dm par d2 pour avoir le vecteur aimantation au point considéré. Si le vecteur aimantation varie d'un point à un autre le long, ou bien varie d'un point à un autre du matériau, eh bien, l'aimantation est non uniforme. Si le vecteur aimantation est le même partout, le même, c'est-à-dire en intensité et en sens, parce que c'est un vecteur, à ce moment-là, donc l'aimantation est uniforme. Quelle est l'unité de l'aimantation? Comme il s'agit d'un rapport du moment magnétique sur le volume, l'unité du moment magnétique, c'est quoi l'unité du moment magnétique? Du moment dipolaire plutôt, du moment dipolaire magnétique. C'est quoi cette unité? Là, c'est I fois S, c'est-à-dire ampère mètre carré. Le volume, c'est M3. Donc, vous avez ampère mètre moins 1, tout simplement. DMCIS. Monsieur, il y a des étudiants qui attendent votre acceptation. Ok, d'accord, merci. Mais là, il n'y a personne, donc il n'y a personne pour le moment, donc j'ai regardé, il n'y a personne. Donc, c'est l'unité de l'aimantation, c'est l'unité de moment magnétique qui est ampère mètre carré. Sur l'unité de volume, on se retrouve donc avec ampère mètre moins 1. Donc, quand tout point d'un milieu aimanté, vous avez un vecteur aimantation qui est défini par dm sur d2. Si l'aimantation est uniforme, enfin, si le vecteur aimantation est uniforme, alors on dit que le matériau est uniformément aimanté. Sinon, si le vecteur aimantation varie d'un point à un autre, l'aimantation n'est pas uniforme. Maintenant, c'est quoi le champ créé par un milieu aimanté? Un milieu sensible champ magnétique, c'est un milieu qui produit un champ magnétique, son propre champ magnétique. Eh bien, par quel moyen? Comment calculer le champ magnétique créé par un milieu aimanté? Comment calculer le champ magnétique
créé par un milieu aimanté. Prenez l'exemple d'un aimant, par exemple. Un aimant, c'est un milieu aimanté. En chaque point de l'aimant, j'ai un vecteur aimantation. Comment calculer le champ magnétique d'un aimant? Comment le calculer? Eh bien, c'est l'objectif de la section suivante. C'est l'objectif de la section suivante. Là, je vais répondre à la question comment calculer le champ magnétique créé par un aimant, connaissant le vecteur aimantation. Je connais le vecteur aimantation et les données. Comment calculer le champ magnétique créé par le vecteur aimantation, créé par l'aimant, ou bien le matériau aimanté. Là, j'ai mon matériau aimanté. En chaque point, j'ai le vecteur aimantation. Et je m'intéresse au champ magnétique créé en un point Q de l'espace. Le champ magnétique, il est le champ magnétique créé en un point Q de l'espace. Avant d'y aller, je vais commencer par le potentiel vecteur. Quel est le potentiel vecteur créé par le champ magnétique, créé par le milieu aimanté au point Q? Quel est le potentiel vecteur A créé par le milieu aimanté au point Q? La réponse, je vais prendre un point P dans le matériau et autour du point P, je vais définir un élément de volume. Je sais que cet élément de volume possède un moment dipolaire dm effectif. Donc, cet élément de volume va créer au point Q le potentiel vecteur dA qui est égal à mu0 sur... Je vais utiliser la relation du dipôle. Au lieu de petit m, je vais utiliser maintenant dm. C'est-à-dire, je dis que mon élément de volume se comporte comme un dipôle effectif de moment dm, tout simplement. Et j'utilise la formule du dipôle. Vous savez tous que le potentiel créé par un dipôle, on vient de voir, c'est mu0 sur 4pi, m vectoriel R sur R3. Cette fois-ci, il s'agit d'un moment dipolaire effectif relatif à l'élément de volume des taux. Donc, c'est dm. Je sais que dm sur d taux est égal à m. Je déduis alors dm, c'est m d taux. M, c'est le vecteur aimantation. Et là, je crois avoir répondu en partie à la question. Cette question que je rappelle, quel est le potentiel vecteur créé en tout point de l'espace par un milieu aimanté connaissant son aimantation. Je connais l'aimantation. L'intégrale de dA. Oui, c'est l'intégrale de dA, mais l'expression à utiliser est celle-là. Donc, chaque élément, je vais dire que chaque élément de volume du matériau crée un moment dipolaire élémentaire dA qui est égal à mu0 sur 4pi, m vectoriel R sur R3 multiplié par d taux. J'ai remplacé dm par m d taux, tout simplement. Je connais l'aimantation. Et maintenant, il suffit donc d'intégrer. Et puis, mais avant, j'ai un certain nombre de traitements. Parce que là, comme j'ai une juxtaposition de moments dipolaires, donc j'ai un grand nombre. Je ne peux pas travailler avec un grand nombre. Je dois trouver une astuce. Comme j'ai fait ce que j'ai fait pour les diélectriques. Pour les diélectriques, j'ai trouvé l'astuce. C'est quoi cette astuce? C'est que le milieu polarisé est équivalent à de distribution de charge dans le vide. J'ai toujours travaillé avec ρP et sigma P. Là aussi, c'est ce que je cherche à faire. Il s'agit d'un grand nombre de dipôles magnétiques. Eh bien, pour traiter directement, c'est compliqué. Donc, je vais trouver une astuce. Toujours dans l'objectif de calculer le moment dipolaire, de calculer le potentiel vecteur créé par la matière aimanté au point Q, ou bien au point M, ou un point quelconque d'espace, peu importe, je l'ai appelé Q.
Voilà, jusqu'au-là, c'est clair. Je remplace R sur R3 par grade P de 1 sur R. Grade de 1 sur R. Donc, si je calcule le gradient en dérivant par rapport aux coordonnées de l'origine, c'est plus. Si je calcule mon vecteur gradient en dérivant par rapport aux coordonnées de Q, c'est-à-dire de l'extrémité du vecteur, du R, donc là, ça va être moins. Là, je calcule par rapport aux coordonnées, c'est-à-dire je dérive par rapport aux coordonnées du point P. C'est donc plus. Et là, je remplace R sur R3 par grade P de 1 sur R. Pardon. P de 1 sur R. Là, il faut déplacer. Il faut déplacer. Donc, je vais le déplacer après. C'est pas son emplacement. Alors, je vais copier. Mais c'est bon, je fais ça après sans problème. Donc. Alors là, le slide qui suit celui-là, eh bien, le slide qui suit le slide 16 et le slide 18. Donc, automatiquement, je passe au slide 18 et je vais continuer mon développement, toujours cherchant le potentiel vecteur créé par un milieu aimanté. Une relation mathématique, j'utilise une relation mathématique, voilà, rotationnelle de F fois U. J'ai donc un produit de deux champs, un champ scalaire F et un champ de vecteur. Le rotationnel du produit, c'est F rotationnel de U moins U vectoriel grade F. C'est une relation que vous avez dans le fascicule. Donc, vous avez un certain nombre de relations. À la page 24 du fascicule, que je rappelle, elle est déposée à la plateforme. Donc, la première section du cours, vous avez toutes les séries, vous avez tous les polycopes, tous les fascicules. Et vous en aurez encore pour ce qui reste du programme. Ce n'est pas encore déposé, donc la partie 3 n'est pas encore déposée, mais ils seront tous déposés au même endroit. Tout ce qui est série, tout ce qui est fascicule, il sera déposé donc à la section 1, la première section du cours. Donc, je reviens, vous avez cette relation à la page 24 du fascicule. Je vais en profiter pour transformer cette expression. M vectoriel grade. M vectoriel grade, donc ça va me donner le rotationnel de M sur R, U. U, c'est l'équivalent. U, c'est M. C'est ça. D'accord. Et F, c'est 1 sur R. F, c'est 1 sur R. 1 sur R. Là, vous avez le vecteur aimantation. F, c'est 1 sur R. Voilà. Et je continue mon développement. Donc, le rotationnel de FU va correspondre au rotationnel de M sur R. Et le F rotationnel, F fois le rotationnel de U, c'est bien 1 sur R rotationnel de M. Et j'intègre sur le volume. D, c'est le volume. Donc, D c'est le volume. D, c'est taux. Donc, c'est le volume du matériau. Voilà, je rappelle la formule qu'on a obtenue. J'utilise la formule de rotationnel. L'intégrale sur un volume du rotationnel de U faute des taux, c'est le cas que j'ai ici,
C'est l'intégrale sur la surface fermée renfermant le volume de n ou bien de ds vectoriel u. N ds vectoriel u. C'est la formule de rotationnelle, vous l'avez aussi donc à la fin du fascicule, à la dernière page du fascicule, donc vous l'avez. L'intégrale, c'est l'équivalent du théorème de Green-Strogatsky. C'est l'équivalent du théorème de la divergence. L'intégrale sur un volume du rotationnel d'un champ, du rotationnel de U θ, c'est le flux vectoriel de ce champ. Par flux vectoriel, j'entends ds vectoriel U. Le flux vectoriel à travers la surface fermée renfermant le volume. Et voilà, j'obtiens en fin de compte ceci. Voilà ce qu'on obtient. En fin de compte. C'est-à-dire la transformation de ce terme va me donner m vectoriel n sur r ds. Voilà. Et à ça, je vais donner une interprétation physique. Je vais essayer d'interpréter, donner une interprétation à ce terme. Ce que je vais retrouver ici, voilà ce qui est établi. Et je vais comparer maintenant aux distributions de courant. Vous avez vu en électricité de S3 que lorsqu'il s'agit d'un circuit non filiforme, le potentiel vecteur créé par un circuit non filiforme est donné par cette expression. Il fait donc introduire le vecteur densité de courant volumique, J. S'il s'agit d'un circuit filiforme, le potentiel vecteur, donc je vais essayer de vous expliquer ça, donc je vais le mettre ici à part. Si vous avez un circuit filiforme, c'est-à-dire sous forme d'un fil, chaque élément dl crée au point M d'espace dA le champ ou bien le potentiel vecteur élémentaire dA, c'est mu0 I sur 4pi dl sur R. R c'est Pm, si vous voulez, donc si vous prenez ce point-là, R c'est Pm. Mais s'il s'agit maintenant d'un circuit non filiforme, c'est-à-dire un câble par exemple, ayant une section importante devant la dimension longitudinale, dans ce cas-là, vous avez dA qui est égal à mu0 sur 4pi, J d'Eto sur Pm. Voilà, J d'Eto P, c'est-à-dire cet élément, l'élément de volume, au lieu de parler de l'élément de longueur autour du point P, cette fois-ci, je vais parler de l'élément de volume autour du point P. L'élément de volume autour du point P. J d'Eto, voilà, donc J d'Eto, ou alors simplement l'élément de volume juste autour du point P. Voilà, cet élément de volume. Donc J d'Eto sur Pm. C'est l'expression qu'on avait utilisée ici. Voilà. J d'Eto. Voilà, c'est. Donc j'ai un circuit non filiforme qui est traversé par un courant volumique en volume et qui est traversé sur sa surface par un courant de surface K, de densité K. Eh bien, le potentiel vecteur créé par cet élément, ou bien ce circuit, ou bien ce circuit non filiforme, ou bien cette portion de circuit non filiforme, est donné par cette expression-là. Je répète, donc, il y a des courants en volume. Voilà, donc je simplifie. J'ai donc un circuit qui n'est pas filiforme, c'est-à-dire il a une dimension, il a une section, par exemple, voilà, qui est importante comparée avec
la dimension longitudinale. Voilà. Comparé avec la dimension longitudinale, donc il a cette section-là S. J'ai deux types de courants. Il s'agit d'un circulant filiforme d'une portion. J'ai des courants volumiques en bleu et des courants surfaciques sur la surface. Voilà. Les courants en bleu, c'est des courants volumiques. Ils sont de densité JA ou bien J. A, c'est comme une montation, donc J tout simplement. Les courants de surface, c'est la densité K. Le potentiel vecteur créé par ce circulant filiforme est la somme de deux termes. Le terme dû au courant de surface, c'est-à-dire A, est égal à A dû au courant volumique plus le terme dû au courant de surface, courant de surface. Courant volumique, c'est-à-dire deux termes. Le terme qui est dû au courant volumique, c'est l'intégrale, c'est mu0 sur 4pi, intégrale de J d'étau sur R. Le terme qui est dû au courant surfacique, c'est mu0 sur 4pi, intégrale de 4ds sur R. Voilà. Faites bien la différence. Là, il y a J d'étau et là, il y a le 4ds. Voilà. Ça, c'est l'expression du potentiel vecteur créé par un circuit non filiforme en tout point de l'espace, en tout point M de l'espace. Deux termes. Voilà. Un terme dû au courant volumique faisant introduire le vecteur densité de courant volumique J, pardon, et l'autre terme qui est dû au courant surfacique qui fait intervenir le vecteur densité de courant surfacique K. Voilà. Pardon, voilà. J d'étau 4ds. Et je compare maintenant. Je fais la correspondance. C'est quoi K quand tu veux comparer? K, c'est M vecteur ln. Vous voyez. M vecteur ln. Faites la comparaison. Faites la correspondance. Voilà, faites la correspondance. Là où il y a ds, j'ai ds ici, ds là. Donc finalement, le M vectoriel n peut être interprété comme une densité de courant de surface, un vecteur densité de courant surfacique. Le M vectoriel n qui sort de la physique peut maintenant être interprété comme un vecteur densité de courant surfacique K. Le terme rotationnel de M peut être interprété comme un vecteur densité de courant volumique. Voilà. C'est rappelé ici, donc c'est encore.
Et le résultat que je viens de trouver est un résultat qui est important. Un résultat qui est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il permet d'établir l'équivalence entre un milieu aimanté et deux distributions de courant. Une distribution de courant en volume, que je vais appeler courant volumique d'aimantation, et une distribution de courant en surface, que je vais appeler courant surfacique d'aimantation. Dans le vide, bien sûr. Une distribution de courant dans le vide. Deux distributions de courant dans le vide. Donc, je vais répéter, tout milieu aimanté, c'est-à-dire tout milieu possédant une aimantation M en chacun de ces points. Tout milieu possédant une aimantation est équivalent de point de vue magnétique à deux distributions de courant. Une distribution de courant volumique de vecteur densité J, GA, on les appelle des courants d'aimantation à commutation, et une distribution de courant surfacique de vecteur densité de courant K, et je note KA comme vecteur comme aimantation. Donc, les courants surfaciques sont de densité Ka égale à M vectoriel N, et les courants volumiques sont de densité JA égale à rotationnelle de M. Et le problème est résolu. La question qu'on s'est posée, dont on n'avait pas de réponse claire, parce qu'il s'agit d'un grand nombre de dipôles magnétiques. Si vous voulez compter le nombre d'électrons qu'il y a dans un matériau, eh bien, c'est un nombre infini. C'est vrai, chaque électron a un moment dipolaire M, et le potentiel global en un point M quelconque de l'espace, il est dû à tous ces électrons, à tous ces mouvements. Mais pour manipuler cela donc, et trouver un résultat, donc c'est vraiment compliqué. C'est même pas imaginable. Donc, il faut vraiment un grand nombre il faut un grand calcul, un calcul qui est très lourd. Il faut donc il faut utiliser des calculateurs puissants pour faire ça directement. Mais là, avec cette astuce mathématique, cette manipulation, et avec l'interprétation physique qu'on a donnée au résultat, le problème devient très simple. Le problème devient très simple. Au lieu d'étudier le système réel, je vais passer au système équivalent. Et je vais raisonner sur le système équivalent et c'est le même résultat. Le champ créé au point Q par le milieu aimanté, dont je connais l'aimantation M, est tout simplement le même que celui créé par deux distributions de courant, une volumique de densité rotationnelle de M et l'autre surfacique de densité M vectorielle N. Là, je me mets sur la surface. On a un point de la surface. Je me mets en un point de la surface. Je dresse le vecteur L de la normale et je calcule le produit vectoriel M vectoriel N. C'est M est dirigé comme ça, par exemple, M sur la surface. Donc, le produit vectoriel M vectoriel N me donne KA. Si je suis en volume et que je cherche le vecteur densité de courant en ce point, c'est le rotationnel de M calculé en ce point M. Voilà. Donc, en volume, c'est le rotationnel de M. Et en surface, c'est M vectoriel N. On va voir des applications. Vous avez le second exercice de la série 3, le deuxième exercice de la série 3, donc vous répondez. Donc, c'est un exemple qui permet donc de mettre en application le résultat essentiel qu'on vient d'établir. Donc, le potentiel vecteur créé par un corps aimanté d'aimantation M en un point Q à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur, un point Q de l'espace, est le même que celui
qui serait créé dans le vide par une distribution équivalente de courant fictif, de courant qu'on imagine, des courants d'aimantation, qui sont caractérisés en volume par un vecteur densité de courant GA égale à la rotationnelle de M et en surface par un vecteur densité de courant KA égale à M vectoriel N, A comme aimantation. Si je cherche maintenant le champ magnétique, eh bien, c'est voilà l'expression qui donne le champ magnétique en utilisant KA et GA. Voilà, parce que l'objectif, c'est de calculer le champ magnétique créé par la matière aimantée ou un point M quelconque d'espace. Eh bien, il suffit de connaître KA et GA. Connaissons l'aimantation, donc on les connaît sans problème. GA, c'est rotationnel de M et KA, c'est M vectoriel N au niveau de la surface. Maintenant, il y a des situations où j'ai à la fois des courants de conduction et des courants d'aimantation. C'est le cas, par exemple, d'un aimant branché sur un générateur. Vous avez un aimant, donc vous avez une aimantation en tout point d'espace, et en même temps, vous le connectez à un générateur. Voilà. Un aimant, c'est un conducteur. Cette fois-ci, il est traversé par deux sortes de courants. Un courant d'aimantation et un courant réel, JL. Là, vous avez un courant IL, un courant réel. À l'intérieur, donc, vous avez deux vecteurs densité de courant. Vous avez GL et JA. Voilà. En chaque point à l'intérieur, vous avez donc deux courants, un courant réel, un courant libre, si vous voulez, L comme libre ou bien courant réel, IGA et un courant d'aimantation. Et cette fois-ci, donc, si vous vous intéressez au calcul du champ en un point M quelconque de l'espace, n'oubliez pas d'ajouter GL à GA. N'oubliez pas d'ajouter KL à KA. Voilà. C'est exactement l'équivalent de ρ L et de ρ P, sigma L, sigma P. Voilà. Donc, voilà l'expression générale qui est dans le champ magnétique lorsque vous avez à la fois l'aimantation et un courant de conduction. Voilà. Donc, dans le calcul de A et B créé par la matière aimantée, il faut aussi tenir compte des distributions de courant libre de conduction, GL et KL. Et là, vous avez un exemple, c'est l'exercice 2 de la série 3. Exercice 2 de la série 3. Exercice 2 de la série 3. Voilà, vous pouvez toujours télécharger la série 3 ou la consulter donc à la plateforme. L'exercice 2 de la série 3, il s'agit d'un aimant. Il s'agit d'un aimant cylindrique. Là, ce que vous voyez ici, c'est un aimant cylindrique. Uniformément aimanté. Uniformément aimanté, c'est-à-dire que vous avez le vecteur M, qui est un vecteur constant, qui s'écrit sous la forme de M fois UZ. La direction est constante, donc l'unitaire de la direction est un vecteur constant, et vous avez le module qui est constant. Quel est le champ créé en un point de l'axe? Donc là, je prends un point quelconque de l'axe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et je vous demande quel est le champ créé par cet aimant. Alors, je ne vais pas utiliser le point M pour ne pas confondre avec l'aimantation. Donc, je vais prendre un point N, par exemple. Je prends un point N quelconque, un point N quelconque de l'axe. Quel est le champ magnétique créé par cet aimant? Je connais l'aimantation et les données. Je connais l'aimantation et les données. Eh bien, comment répondre à la question? J'ai un aimant d'aimantation M, un aimant uniformément aimanté, j'ai un aimant qui est uniformément, un aimant cylindrique à IR sous forme d'un cylindre. Voilà, vous l'appelez IR, donc sous forme d'un cylindre. L'aimantation est dirigée suivant Z, suivant l'axe du cylindre. Quel est le champ magnétique? Comment calculer le champ magnétique créé par Comment calculer le champ magnétique créé par l'aimant en un point N, quelconque de l'espace? En un point N de l'axe, plutôt on se limite à l'axe, pour simplifier. Donc, vous allez chercher le système équivalent.
le système de courant, vous allez dire que l'aimant caractérisé par le vecteur aimantation M est équivalent à deux distributions de courant. Un courant volumique qui passe à l'intérieur du cylindre plat et un courant de surface. Quel est le vecteur densité de courant GA en volume? C'est rotationnel de M. M étant un vecteur constant et le rotationnel d'un vecteur constant, c'est 0. Donc, il n'y a pas de courant volumique. Donc, JA est égal à 0 dans ce cas. Donc, JA, je vais reprendre donc le schéma. Donc, vous avez JA. Voilà, vous avez. Donc, j'ai mon aimant. Voilà, donc JA égale à 0. Donc, j'ai l'aimantation M. Donc, il n'y a pas de courant M égale à constante, c'est un vecteur constant. Donc, JA est égal à 0. Donc, j'ai les courants de surface. Au point M, j'ai l'aimantation qui est dirigée. L'aimantation est toujours dirigée suivant Z. Voilà, donc suivant UZ. Voilà. J'ai donc M et j'ai N. N est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, GA est égal à 0. Pas de courant en volume. KA est égal à M vectoriel N. Sur la surface. Sur la surface. Donc, en volume, j'ai GA qui est égal à rotationnel de M. C'est 0. Donc, pas de courant volumique. Donc, en surface, j'ai M vectoriel N. Donc, j'ai donc à calculer KA. Donc, GA égale à 0. GA égale à 0. Par contre, KA est égal à M vectoriel N. Je la calcule. M, c'est MUZ. Vectoriel N, N, c'est UR. En coordonnées cylindriques. UZ vectoriel UR. La base cylindrique, c'est UR. UFI, UZ. UR, c'est ça. Alors, c'est ça. UR, UFI, UZ, c'est ça. La base cylindrique. Alors, c'est quoi UZ vectoriel UR? UZ vectoriel UR, c'est le vecteur restant. Donc, c'est UFI. Donc, c'est M UFI, tout simplement. C'est M fois UFI. Voilà. Donc, j'ai le vecteur KA qui est égal à M fois UFI. Donc, UFI, il est dirigé comme ça. Il pointe vers nous, comme ça. J'ai donc le vecteur KA qui est tangent à cette circonférence. Il est tangent en chaque point à la circonférence. Voilà. Si vous voulez, un autre schéma, voilà, qui soit plus clair. J'ai donc les lignes de courant surface X sont comme ça. Voilà. Les lignes de courant surface X sont comme ça. Voilà, vous le voyez. Voilà. Voilà KA. KA, il est tangent à la ligne de courant. Donc, en fait, quel est l'équivalent du barreau aimanté? Quel est l'équivalent, quel est le système équivalent du barreau aimanté? Quel est le système équivalent? Quelque chose dans le vide qui a cette. Dont les courants sont distribués comme ça s'appelle comment? Vous l'avez vu en électricité de S3. C'est un solénoïde. Solénoïde. Donc, un aimant cylindrique uniformément aimanté, M égale à constante, suivant Z, donc il est dirigé suivant Z. Donc, c'est équivalent à un solénoïde. Solénoïde. Voilà, tout simplement. C'est équivalent à un solénoïde traversé par des courants. Voilà. Donc, il est équivalent à un solénoïde. Le détail, vous allez le voir en TD. Le vecteur excitation magnétique, comment il est défini? Il est défini à partir de la relation d'Ampère, le théorème d'Ampère local, l'expression locale du théorème d'Ampère. Rotationnel de B est égal à mu0 fois GA plus GL. Voilà. Rotationnel de B est égal à mu0 fois la somme des vecteurs densité de courant. C'est GA plus GL.
Donc, je développe, je remplace GA par rotationnel de M et je déduis donc le rotationnel de B sur mu 0 moins M. Le rotationnel de B sur mu 0 moins M sur CJL. Le terme entre parenthèses B sur mu 0 moins M, c'est le vecteur H, c'est le vecteur excitation magnétique H. Et j'ai donc le théorème d'ampère local pour H, c'est rotationnel de H égale à JL. Donc, j'ai H qui est égal à B sur mu 0 moins M. H, c'est B sur mu 0 moins M. Donc, je définis de la même façon le vecteur excitation magnétique. Comme on avait défini le vecteur excitation électrique par epsilon 0 fois E total, D est égal à epsilon 0 fois E total plus P. Là, H est égal à B sur mu 0 moins M. Voilà. Donc, je définis le vecteur H voilà, comme étant B sur mu 0 moins M. C'est l'analogue du vecteur excitation électrique D, epsilon 0E plus P. C'est epsilon 0E plus. Et là, vous avez 1 sur mu 0 qui est l'équivalent de epsilon 0. Et là, vous avez la correspondance entre le vecteur excitation électrique et le vecteur excitation magnétique. Le vecteur excitation magnétique est défini à l'intérieur du matériau, là où l'aimantation est définie. L'aimantation dans le vide n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de la matière. L'aimantation, elle a un sens dans la matière. Dans le vide, on prend M égale à 0. Donc, dans le vide, c'est quoi H? C'est B sur mu 0. Mais dans la matière, H, c'est B sur mu 0 moins M. Et là aussi, on va passer à l'équivalent du théorème de Gauss local. C'est le théorème d'ampère généralisé. Le théorème d'ampère généralisé, je pars du théorème d'ampère à l'échelle locale, rotationnel de H égale à JL, et je déduis l'expression macroscopique, ou bien l'expression intégrale du théorème d'ampère. La circulation de H le long de toute courbe fermée est égale à la somme des courants réels. C'est-à-dire, j'ignore les courants d'aimantation. J'ignore les courants d'aimantation en utilisant le théorème d'ampère. Vous constatez que je passe rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une parfaite analogie entre, on va profiter de l'analogie qu'on a de l'analogie milieu d'électrique, milieu magnétique. Là, je définis le vecteur excitation magnétique, c'est B sur mu 0 moins M. Le théorème correspondant, c'est le théorème d'ampère, c'est l'équivalent du théorème de Gauss en électrostatique. La circulation de H le long de toute courbe fermée est égale à la somme des courants réels. Pour le théorème de Gauss, le flux de E à travers le flux de D à travers toute surface fermée est égal à la somme des charges réelles qui se trouvent à l'intérieur. Et là, vous avez la circulation de H le long de toute courbe fermée est égale à IL qui passe à l'intérieur de la courbe fermée. Donc là, il faut ajouter I1. C'est les courants réels enlacés par la courbe fermée, CCF. Voilà, ça c'est l'expression intégrale du théorème d'ampère. C'est quoi H n'est rien d'autre? H n'est rien d'autre que B sur mu 0 moins M. Donc c'est B sur mu 0 moins M. C'est le vecteur H. Le vecteur excitation électrique, il est défini comme ceci. Quelle est l'unité de H? C'est l'unité de l'aimantation. C'est ampère mètre moins 1. Voilà en gros l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Après, on va passer aux relations de passage. Les relations de passage c'est-à-dire en traversant une interface. J'ai deux milieux aimantés, milieu 1, milieu 2. Il y a une interface qui les sépare. Comment se comportent les lignes de champ de BH en traversant l'interface? Comment elles se comportent? Eh bien, on annonce directement le résultat. On va le démontrer donc dans la section, enfin la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, BAN est égal à B de N, c'est-à-dire j'ai conservation, quel que soit l'état de l'interface. Traversée ou non par des courants, j'ai toujours BAN égale à B de N. Par contre, s'il n'y a pas de courant dans l'interface, s'il n'y a pas de courant réel dans l'interface, j'ai H1T égale à H de T. Là, je profite de l'analogie encore une fois pour passer à l'essentiel des résultats. Donc, quel est l'essentiel des relations de passage? J'ai donc BAN est égal à B de N. J'ai toujours la continuité de la composante normale de B en passant d'une interface à une autre. J'ai la continuité de la composante normale de B, toujours égalité de B1. Égalité de BL.
de part et d'autre de l'interface. Par contre, pour H, j'ai la relation de passage pour H porte sur la composante tangentielle. Si KL est égal à 0, j'ai toujours la continuité, l'égalité de part et d'autre de la composante tangentielle. Et j'ai donc cette relation, si vous avez un matériau aimanté, vous êtes au voisinage de l'interface, HT dans le matériau, moins HT dans le vide, HT c'est la composante tangentielle, c'est N vectoriel KL. C'est N vectoriel KL. N vectoriel KL. La composante tangentielle de H au voisinage de l'interface dans le matériau, moins la composante tangentielle de H au voisinage du même point de l'interface, c'est N, c'est l'unitaire de la normale à la surface qui est toujours dirigée de l'intérieur vers l'extérieur du matériau, vectoriel KL, vectoriel, vecteur densité de courant. Voilà, sur ce, on s'arrête. Donc, vous voyez bien que l'on peut toujours profiter de l'analogie avec les milieux électriques. Et là, donc, mais la physique est différente. Voilà, en gros, l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde que vous êtes invité à une séance de TD tout de suite. Donc, vous avez une séance de TD. On va traiter pour tous les groupes l'exercice 1 de la série 3, pour tous les groupes. Donc, c'est pour bientôt. Donc, reposez-vous un petit moment et essayez de vous connecter dans 15 minutes. Donc, dans 10 à 15 minutes. Donc, à très bientôt.